La Russie prête à sauver l'Ukraine? Les déclarations choc de Poutine sur l'avenir des deux pays et les enjeux stratégiques des métaux rares vont vous surprendre. Dans cette interview exclusive, le président russe aborde sans détour les tensions géopolitiques, les négociations gelées et les intérêts économiques qui pourraient redéfinir les relations entre Moscou, Kiev et l'Occident. Une analyse percutante qui vous fera réfléchir et réagir. Alors, prêt à découvrir la vérité derrière les mots de Poutine? Laissez votre avis en commentaire. Vladimir Vladimirovitch, nous venons d'assister à votre réunion sur les métaux des terres rares. Excusez-moi, mais je pense qu'en ce moment, tous les journalistes du monde s'intéressent aux métaux des terres rares, mais sous un angle légèrement différent. En effet, les États-Unis, pour le dire très délicatement, insistent fortement pour que Zelensky signe un accord avec eux concernant ses ressources, en guise de paiement pour l'aide fournie à l'Ukraine par l'ancienne administration, l'administration Biden. Comment évaluez-vous les perspectives d'un tel accord ? Cela ne nous concerne pas. Je ne l'évalue en aucune manière et je ne veux même pas y réfléchir. Bien sûr, il serait pertinent d'évaluer ces ressources, leur existence réelle, leur quantité, leur valeur, etc. Mais, je le répète, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est ce que nous avons discuté lors de la réunion d'aujourd'hui. Les métaux rares et les métaux des terres rares sont des éléments extrêmement importants, des ressources essentielles pour les secteurs économiques modernes. Jusqu'à présent, nous avons fait peu d'efforts dans cette direction, mais nous devons en faire davantage. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui est justement de concentrer, dans un premier temps, les ressources administratives pour travailler dans ce domaine. D'ailleurs, nous serions prêts à proposer une coopération à nos partenaires américains et lorsque je dis partenaires, je ne parle pas uniquement des structures administratives et gouvernementales, mais aussi des entreprises si elles manifestaient de l'intérêt pour un travail conjoint. Il est important de souligner que nous disposons, sans aucun doute, d'une quantité bien plus importante de ces ressources que l'Ukraine. Et je tiens à insister sur ce point. La Russie figure parmi les leaders incontestés en matière de réserves de métaux rares et de terres rares. Nous en avons dans le nord, à Mourmansk, dans le Caucase, en Kabardino-Balkarie, en Extrême-Orient, dans la région d'Irkoutsk, en Yakoutie et en Touva. Ce sont des investissements très lourds en capital, des projets nécessitant d'importants investissements. Nous serions ravis de collaborer avec n'importe quel partenaire étranger, y compris les Américains. D'ailleurs, en ce qui concerne les nouveaux territoires, c'est la même chose. Nous sommes prêts à attirer des partenaires étrangers. Sur nos nouveaux territoires historiques, qui ont réintégré la Fédération de Russie, il existe également certaines réserves. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires étrangers, y compris américains, aussi dans ces régions. Même dans les nouvelles régions? Oui, bien sûr. Ces derniers jours, nous assistons à une avalanche de déclarations et de discussions. Et tout le monde parle de Trump, notamment de la manière dont il insiste fermement pour que Zelensky organise des élections et du fait qu'il affirme que son taux de popularité est de 4%. Les Européens critiquent sévèrement toutes ces déclarations de Trump. D'ailleurs, certains considèrent déjà que l'approche actuelle du président des États-Unis joue plutôt en faveur de la Russie. Qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment le cas? Je pense que ce n'est absolument pas le cas. J'ai sur cette question un point de vue qui est totalement opposé à celui que vous venez d'exposer. En réalité, l'actuel dirigeant du régime de Kiev devient une figure toxique pour les forces armées ukrainiennes car il donne des ordres absurdes, non pas motivés par des considérations militaires, mais par des considérations politiques dont les fondements sont d'ailleurs difficiles à comprendre. Et cela entraîne des pertes excessives, pour ne pas dire extrêmement lourdes, voire catastrophique pour l'armée ukrainienne. Il devient également toxique pour la société dans son ensemble. D'ailleurs, cela s'est reflété dans le vote d'aujourd'hui à la Rada, Parlement ukrainien, concernant la prolongation de son mandat. Enfin, il s'est lui-même enfermé dans une impasse avec son décret interdisant toute négociation avec la Fédération de Russie en vue d'un traité de paix. Il a interrompu ces négociations. Pourquoi? Parce qu'il cherche à les éviter. Pourquoi? Parce que si ces négociations commençaient, tôt ou tard et très probablement assez rapidement, il deviendrait nécessaire de lever la loi martiale. Et dès que cela arriverait, il faudrait immédiatement organiser des élections. Aujourd'hui, les élections n'ont pas lieu en Ukraine sous le prétexte de l'état de guerre. Mais si les négociations sont engagées et qu'une levée rapide de la loi martiale devient une nécessité, alors les élections deviendraient inévitables. Et c'est là que réside le véritable problème pour l'actuel chef du régime. Car en réalité, peu importe qu'il ait 4% d'opinion favorable ou un autre chiffre. Ce qui importe, c'est que,
selon nos données, qui sont objectives, son taux de popularité est exactement 2 fois inférieur à celui de son principal adversaire politique potentiel. Il s'agit de M. Zaloujny, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, qui a été exilé à Londres et dont la cote de popularité est 2 fois plus élevée que celle de Zelensky. Et si l'on ajoute à cela un éventuel soutien de ce candidat par d'autres figures politiques, notamment d'anciens premiers ministres ou d'anciens présidents, alors les chances de l'actuel chef du régime de remporter les élections sont absolument nulles. Elles sont égales à 0. Sauf, bien sûr, en cas de manipulation grossière des résultats, mais ce serait alors bien trop visible. C'est pourquoi il est devenu un facteur de désintégration, aussi bien pour l'armée que pour la société et l'État lui-même. Le président américain en exercice, Donald Trump, comprend certainement cela et le pousse vers des élections. À mon avis, son objectif est le suivant. Il veut assainir la situation politique en Ukraine, consolider la société, créer les conditions de survie de l'État ukrainien. Et, au final, cela ne bénéficie pas tant à la Russie, notre conflit est avec le régime en place qu'à l'Ukraine elle-même. Par ailleurs, le président américain actuel a déclaré qu'il voulait obtenir la paix. D'ailleurs, nous aussi, et ce, le plus rapidement possible. Or, l'actuel chef du régime est un obstacle à la réalisation de cet objectif. Voilà pourquoi, à mon avis, le président des États-Unis adopte cette position. Elle n'a rien à voir avec les intérêts de la Russie, elle vise plutôt à préserver l'État ukrainien. Et nous n'avons aucune objection à cela. Bien sûr, nous préférions que ce territoire ne soit pas utilisé comme une base pour attaquer la Fédération de Russie, qu'il ne serve pas de plateforme hostile à notre pays, et qu'il devienne finalement un État voisin ami. Chaque jour, nous entendons de nombreuses déclarations de Trump, toutes plus variées les unes que les autres. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, et vous avez récemment eu une conversation téléphonique avec lui. Agit-il sous le coup de l'émotion? Bien sûr que non. Certes, l'actuel dirigeant du régime de Kiev donne des raisons d'exprimer certaines émotions. Mais ce que je viens d'expliquer montre clairement que les actions de Trump sont basées non pas sur l'émotion, mais sur un calcul froid et une approche rationnelle de la situation. Paradoxalement, nous aurions même eu intérêt à ce que Zelensky reste en poste et continue à affaiblir le régime avec lequel nous sommes en conflit armé. Mais du point de vue du renforcement de l'État ukrainien, il faudrait manifestement agir avec plus d'énergie et dans une direction totalement différente, en amenant au pouvoir des personnes jouissant de la confiance du peuple ukrainien. Selon vous, les Européens comprennent-ils réellement les enjeux actuels autour de l'Ukraine? Il faudrait leur poser la question. Mais à en juger par leurs actions, il me semble qu'ils ne comprennent pas très bien. Cependant, le problème ne se limite pas à cela. Contrairement au président nouvellement élu des États-Unis, les dirigeants politiques européens sont étroitement liés au régime actuel en Ukraine. Ils sont engagés à ses côtés, ils ont trop parlé, trop promis, et, pardonnez-moi l'expression, il leur est aujourd'hui très difficile, voire pratiquement impossible, de faire marche arrière sans perdre la face. Et étant donné qu'ils traversent actuellement une période politique intérieure délicate, avec des élections, des réélections, des difficultés dans les parlements, etc., il leur est presque impossible de modifier leur position. À l'inverse, le président américain nouvellement élu n'est pas entravé par ses engagements. Il est libre de ces chaînes qui empêchent d'aller de l'avant et de travailler à la résolution du conflit. De plus, il est probablement de nature à agir de manière directe et sans trop de retenue. Il se trouve dans une position unique. Il ne se contente pas de dire ce qu'il pense, il dit ce qu'il veut. Et après tout, c'est un privilège qui appartient aux dirigeants des grandes puissances. Il y a quelques jours à Saint-Pétersbourg, je vous ai demandé si tout le monde voulait avoir une voix dans les négociations russo-américaines. Mais les Européens continuent d'insister, exigeant un droit de regard sur les négociations autour de l'Ukraine. Comment percevez-vous cela? Je ne vois rien de mal à cela. Mais personne ne peut rien exiger, surtout pas de la Russie. Qu'ils exigent cela de quelqu'un d'autre. Pendant des siècles, ils ont imposé leurs exigences à leurs vassaux. Maintenant, ce sont eux qui doivent faire face à des exigences. Il ferait mieux de réfléchir chez eux à comment ils en sont arrivés là. Mais leur participation au processus de négociation, bien entendu, souhaitable. Nous ne l'avons jamais refusé. Nous avons mené des discussions constantes avec eux. C'est eux-mêmes qui, à un moment donné, sous prétexte d'infliger une défaite militaire à la Russie, ont rompu le contact.
S'ils veulent revenir, qu'ils reviennent. J'ai vu les réactions à notre conversation téléphonique avec le président américain et à la réunion de haut niveau à Riyad. Ces réactions étaient très émotionnelles et dépourvues de sens pratique. Pourquoi? Parce que pour résoudre des questions complexes et sensibles, y compris sur l'Ukraine, la Russie et les États-Unis doivent d'abord franchir une première étape. En quoi consiste-t-elle? Cette première étape doit viser à renforcer la confiance entre nos deux pays. C'est précisément ce que nous avons fait à Riyad et c'est ce qui guidera les futurs contacts de haut niveau. Sans cette confiance, aucun problème, y compris la crise ukrainienne, ne peut être résolu. Mais quel est le rôle des Européens ici? Il s'agit avant tout des relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis. Que viendraient-ils faire là-dedans? Lors de notre conversation téléphonique et de la réunion de Riyad, la question de l'Ukraine a bien sûr été évoquée, mais elle n'a pas été discutée en profondeur. Nous avons seulement convenu d'y venir plus tard. Dans ce cadre, nous ne refusons pas la participation des pays européens. Je tiens à souligner que nous respectons également la position de nos amis des BRICS, qui ont formé un groupe en faveur de la paix. J'ai justement parlé aujourd'hui avec le président de la République populaire de Chine, et nous avons discuté de cela. Il m'a informé que le groupe des Amis de la paix se réunira bientôt à New York pour aborder cette question. Nous ne faisons pas que saluer ces initiatives, nous sommes reconnaissants envers tous nos partenaires qui s'efforcent d'instaurer la paix. Ce n'est donc pas seulement aux Européens, mais aussi à d'autres pays de jouer un rôle. Nous y sommes favorables. J'aimerais vous demander de commenter quelques déclarations supplémentaires de Trump, qui, comme je l'ai dit, sont très nombreuses. Mais pas toutes, d'accord? Pas toutes. Par exemple, il a déclaré qu'il voulait proposer à vous et aux dirigeants chinois de réduire de moitié les budgets de la défense. Que pensez-vous de cette idée? Je sais, et je peux deviner sur quoi cela repose. Probablement sur les calculs d'un centre de recherche britannique qui a estimé les dépenses de défense en parité de pouvoir d'achat. L'année dernière, les États-Unis ont dépensé environ 968 milliards de dollars. Si l'on additionne les dépenses russes et chinoises, on obtient des chiffres comparables. Mais d'abord, il faut vérifier ces calculs. Ceux du centre britannique peuvent être corrects, mais aussi inexacts ou complètement erronés. Il faut examiner cela. Deuxièmement, je ne peux pas commenter la réaction de la Chine. Il y a eu différentes approches de la part des Américains sur les armes stratégiques offensives et d'autres questions très sérieuses. C'est à la Chine d'en décider. Mais nous, avec les États-Unis, nous pourrions en discuter. Nous n'y sommes pas opposés. L'idée semble bonne. Si les États-Unis réduisent leur budget militaire de 50%, nous pourrions en faire de même. Et ensuite la Chine pourrait éventuellement rejoindre l'initiative. Nous pensons que la proposition est intéressante et nous sommes prêts à en discuter. Trump a également imposé des droits de douane de 25% sur l'importation d'acier et d'aluminium de tous les pays. Or, nous avons vu de bonnes relations commerciales avec les États-Unis sur l'aluminium. Que pensez-vous de cette politique commerciale? Je ne souhaite pas commenter la politique commerciale des États-Unis. Depuis des années, elle est liée aux sanctions. Nous considérons ces sanctions comme illégales et nuisibles au commerce mondial et à l'économie. Elles nous portent préjudice, mais elles nuisent aussi à ceux qui les imposent. Quant aux droits de douane et aux taxes commerciales, chaque pays décide seul de ce qui lui est bénéfique ou non. Je peux comprendre la logique derrière cela. Rapatrier la production, créer des emplois, augmenter les recettes fiscales. Mais, à un moment donné, ces mesures entraînent des difficultés, comme la pression inflationniste et l'augmentation des coûts de production. Concernant l'aluminium, en 2017, la Russie fournissait environ 15% des importations américaines. Les États-Unis produisent environ 60% de leur aluminium et en importent 40%. Le principal fournisseur aujourd'hui est le Canada. Si les États-Unis décidaient de rouvrir leur marché aux producteurs russes, nous pourrions vendre environ 2 millions de tonnes sur leur marché. Cela ne perturberait pas les prix, mais contribuerait à leur stabilisation. Mais surtout, nous pourrions envisager une coopération avec les entreprises américaines. Par exemple, en Sibérie, notamment dans la région de Krasnoïarsk, il existait déjà à l'époque soviétique des plans de construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique et d'installation de production d'aluminium. L'aluminium dépend avant tout de l'énergie et l'hydroélectricité est à la fois bon marché et écologique. Ces projets existent depuis longtemps. Leur coût est élevé, environ 15 milliards de dollars au prix actuel. Mais nous pouvons y réfléchir. Aujourd'hui,
La politique de l'administration américaine vise à relocaliser la production aux États-Unis. Mais si des entreprises américaines travaillaient en Russie, elles en bénéficieraient aussi. Elles réaliseraient des bénéfices importants et l'aluminium serait disponible sur le marché intérieur à des prix concurrentiels. C'est une piste à explorer, tout comme une coopération dans les métaux rares et d'autres domaines, y compris l'énergie. D'ailleurs, il y a quelques minutes, une nouvelle est tombée des États-Unis. Trump a déclaré que les États-Unis et la Russie discutaient de grands projets économiques dans le cadre des négociations sur l'Ukraine. Oui, certaines de nos entreprises sont en contact et discutent de tels projets. Merci beaucoup. Merci. Cette interview de Vladimir Poutine offre plusieurs enseignements précieux qui peuvent être transposés à la vie personnelle et professionnelle pour atteindre l'excellence et progresser continuellement. D'abord, l'un des points essentiels que l'on peut relever est l'importance de la gestion des relations et du positionnement stratégique. Poutine ne se laisse jamais enfermer dans un rôle subalterne et ne répond pas aux pressions extérieures en se justifiant. Il rappelle que la Russie ne cède pas aux exigences et qu'elle fixe elle-même son cadre d'action. Cette posture enseigne la nécessité de savoir poser ses propres règles dans ses interactions, que ce soit dans la négociation professionnelle ou la gestion des relations personnelles. Pour exceller, il est crucial d'avoir une vision claire de ses intérêts et de ne pas se laisser dicter ses choix par des influences externes. Ensuite, son approche des négociations souligne l'importance de la confiance comme base de toute réussite. Il insiste sur le fait que, pour résoudre des problèmes complexes, il est indispensable d'établir un climat de confiance avant toute discussion de fond. Cela rappelle que, dans le monde professionnel comme dans la vie personnelle, la réussite repose avant tout sur la fiabilité et la crédibilité que l'on inspire aux autres. Ceux qui développent une réputation d'intégrité et de constance finissent par s'imposer naturellement dans leur domaine. Un autre enseignement clé concerne l'adaptabilité et l'ouverture aux opportunités. Poutine reconnaît l'évolution du contexte international et ne s'enferme pas dans une posture rigide. Il ne rejette pas d'emblée l'idée de réduire les budgets militaires, mais l'envisage sous un prisme rationnel et stratégique. Il en va de même pour les opportunités économiques avec les États-Unis, où il identifie immédiatement les axes de collaboration possibles malgré les tensions existantes. Cela enseigne que l'excellence repose sur une capacité à évaluer chaque situation avec lucidité et à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent, même dans un environnement contraignant. Son analyse de la politique commerciale américaine illustre un principe fondamental: comprendre les mécanismes sous-jacents pour anticiper les tendances. Lorsqu'il évoque les droits de douane ou la production d'aluminium, il ne se contente pas d'une critique superficielle mais développe une réflexion profonde sur les raisons économiques derrière ces choix et leurs conséquences potentielles. De la même manière, toute personne cherchant l'excellence devrait s'efforcer d'approfondir sa compréhension des dynamiques de son secteur afin d'anticiper les évolutions et d'adopter une vision à long terme. Enfin, un point remarquable est sa capacité à transformer les défis en leviers de croissance. Plutôt que de se plaindre des sanctions ou des barrières commerciales, il envisage des solutions constructives, coopération industrielle, investissement dans des projets d'envergure, réflexion sur des stratégies alternatives. Dans la vie professionnelle et personnelle, cette capacité à rebondir face aux obstacles est une compétence essentielle pour aller d'excellence en excellence. Ceux qui transforment les contraintes en opportunités deviennent des leaders et des innovateurs dans leur domaine. Ainsi, cette interview de Vladimir Poutine est riche d'enseignements sur la manière d'adopter une posture forte et stratégique, de bâtir des relations sur la confiance, de rester adaptable et visionnaire, de maîtriser en profondeur son environnement et de convertir chaque défi en tremplin vers la réussite. Ce sont ces principes qui permettent d'évoluer continuellement et de viser l'excellence durablement. En conclusion, cette interview de Vladimir Poutine nous offre une véritable leçon de stratégie, de leadership et de résilience. Que ce soit dans la gestion des relations, l'art de la négociation, l'adaptabilité face aux défis ou la capacité à transformer les obstacles en opportunités, ces principes sont applicables à tous ceux qui aspirent à l'excellence dans leur vie personnelle et professionnelle. Mais jusqu'où faut-il aller dans l'affirmation de ses propres règles face aux pressions extérieures? Et comment trouver le juste équilibre entre fermeté et ouverture aux opportunités? J'ai hâte de lire vos réflexions sur ces questions dans les commentaires. Merci à vous pour votre participation et votre engagement dans ces échanges enrichissants. Merci et à très bientôt.